Donc, de l'astrophysique à l'écospiritualité, ou comment la science actuelle a redécouvert les principes de la science védique et les anciennes connaissances orientales comme celles reportées dans la doctrine secrète d'HPB. En balayant du macrocosme au microcosme et en terminant par l'écologie, je voudrais explorer avec vous pour voir comment la science actuelle, qui s'occupe du monde objectif, doit finalement aussi intégrer l'être et le monde subjectif. Alors, comme tout le monde, je vais vous donner une citation d'Albert Einstein. Donc, la science sans religion est bancale et la religion sans science est aveugle. Donc, c'est ce qu'a écrit Einstein en 1941. Pour mettre un peu cette citation, l'actualiser, je pense qu'il faudrait mieux remplacer le mot religion par spiritualité. Et pourquoi, je veux dire, tout le monde se réfère à lui? D'abord parce que c'est un scientifique qui a eu la reconnaissance de ses pairs, mais surtout, il a permis, c'est un homme remarquable parce qu'il allait au-delà de l'approche purement logique de la science et écouter son intuition pour explorer de nouveaux domaines. Donc, voici le plan de notre exposé. Donc, je vais d'abord faire quelques remarques générales et voir un petit peu comment, déjà, dans la littérature actuelle et dans les films, voir cet éveil de conscience qui prépare ce pont entre la science et la spiritualité. Ensuite, je vais vous donner 3 exemples, un sur le macrocosme, ou sur l'étude donc de l'astrophysique, de l'astronomie, un sur l'inverse, sur l'infiniment petit, le microcosme, avec un exemple sur la chimie occulte, et enfin de voir en fin de compte quelque chose de complémentaire, comment on va passer du non-vivant au vivant, et après la biologie, arrive à l'écologie, et ensuite quelque chose justement qui peut faire le lien entre science et spiritualité, qui peut être dénommé éco-spiritualité. Donc selon la philosophie indienne Atisha, qui reconnaît l'autorité des Védas, la réalité peut être approchée par 6 écoles. En fin de compte, ce n'est pas 6 écoles, mais c'est 2 fois 3, puisqu'on retrouve 2 ternaires. Donc le premier, c'est le point de vue expérimental, ce qu'on appelle le Vaisheshika, avec l'aide de la logique, qui est Jnana, ce qui correspond en grossièrement à notre science actuelle, notre science objective. Ensuite, la deuxième approche, c'est une approche du point de vue cosmologique, le Samkhya, avec la perception directe supramentale du yoga, ce qui correspond au système de cognition directe des rishis. Enfin, le troisième point de vue, le point de vue métaphysique, ou le Vedanta, avec la pratique du rituel et du dharma, Mimamsa. Donc ça, c'est quelque chose encore de différent, qui est une approche plus directe, un petit peu comme ce qu'on a pu avoir dans une approche chamanique ou ce qu'on va voir dans l'éco-spiritualité. Ce qui est intéressant aussi de voir, en fin de compte, c'est que ces 3 approches, chacun va amener son éclairage et va s'occuper de quelque chose de différent. La première approche, le point de vue expérimental, comme la science, va s'occuper de ce qui est extérieur, en dehors de nous, donc l'étude du macrocosme. Et par contre, elle va regarder de manière objective, mais en même temps, elle va regarder des objets ou quelque chose qui est limité dans le temps. À l'inverse, la perception du yoga, la perception supramentale, donc qui se fait à l'intérieur, qui est une introspection, on va plutôt regarder le microcosme, et qui est complètement donc subjectif, mais en même temps, il va regarder quelque chose qui est en dehors du temps. Et le dernier point de vue, du point de vue métaphysique, on va regarder en fin de compte plutôt le lien qui existe entre ces 2 approches, entre l'extérieur et l'intérieur, et ce qui est immuable, et en fin de compte, ce qui est au-delà de tout ça, le non manifesté. Alors depuis toujours, l'homme a levé les yeux vers les planètes et les étoiles. Et a observé justement les rondes de ces astres, ce qui a conduit, entre autres, la création du calendrier. Et, je veux dire, c'est en prenant du recul, effectivement, sur notre vie de tous les jours, pour regarder un petit peu d'un point de vue extérieur, que l'homme a commencé à se poser ses premières questions métaphysiques. D'où je viens, qui suis-je, quel est le sens de la vie, etc.
Et on peut déjà voir que depuis les années 70, il y a eu beaucoup de films. Je veux dire, je pense que la science-fiction, dans un sens, a amené de manière consciente ou inconsciente beaucoup de gens, effectivement, à prendre du recul sur notre petite planète. On peut citer donc toute la série des Star Trek. Après, il y a eu le 2001, l'Odyssée de l'espace, Star Wars, etc. Ça montre déjà que les gens, au niveau global, avaient cette ouverture. Pour en revenir donc sur l'astrophysique, donc sur l'étude du macrocosme, de la même manière, il y a eu beaucoup de livres ces derniers temps, à peu près dans la même époque que les films. Et le plus connu, bien sûr, est donc le Tao de la physique de Friedrich Capra. C'est quand même un livre, je veux dire, qui est assez exceptionnel, puisqu'il a été traduit en 23 langues, et je crois qu'ils en sont à la 41e édition. C'est pour montrer vraiment la popularité et cette demande des gens pour comprendre, pour faire le lien entre la science et la spiritualité. Ensuite, on a eu bien sûr plusieurs livres aussi de David Bohm. On a aussi des astronomes français comme Hubert Reeves qui ont aussi amené des notions intéressantes. Et ensuite, bien sûr, il faut citer Fred Walt sur Spiritual Universe ou même Amit Goswami de manière plus récente. De l'autre côté, maintenant, si on regarde l'infiniment petit ou le microcosme, comme la chimie quantique, bon, l'approche est beaucoup plus difficilement visualisée. On ne peut pas, je veux dire, montrer à quelqu'un, voilà, comme, je veux dire, les étoiles. On a besoin d'un instrument, quoi. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup moins de livres et beaucoup moins de films là-dessus. Il y a un film récent qui s'appelle Microcosme, qui a été fait donc par des Français, par Nouri Tsani et Perry Nounou en 1996, mais ça s'arrêtait à l'échelle des insectes. Mais ça nous montrait quand même un monde à l'intérieur de notre monde, je veux dire ce qu'on avait sous nos pieds dans les petites plantes et tout, et qu'on n'était pas forcément conscient, quoi. Mais d'un autre côté, on voit que, je veux dire, on peut voir donc, dans les journaux, dans Le Monde, dans Science et Vie, etc., il y a vraiment une demande des gens, et tout le monde suit, je veux dire, on a tous entendu parler du boson de Higgs ou des théories de cordes, et donc ça montre quand même cette ouverture et cet éveil à ces nouvelles choses qui vont nous aider à comprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait ici, quoi. On peut juste citer un livre qui est sur donc l'infiniment petit de Greenbaum sur les supercordes et sur les dimensions cachées et sur la théorie de la quête ultime. Voilà. Ces nouvelles approches et théories ont fait ressortir quelques anomalies ou ambiguïtés. Comme on peut déjà citer, tout le monde a entendu parler effectivement par exemple de l'incertitude d'Heisenberg. Qu'est-ce que c'est en gros en deux lignes? Ça veut dire qu'en fin de compte, on ne peut pas, quand on a une particule, on ne peut pas donner à la fois définir sa quantité d'énergie et sa position. Et donc on est amené à dire, voilà, par un électron autour d'un atome, on ne peut pas dire comme une planète, il est à tel endroit, mais on va définir une densité de probabilité, donc avec un nuage électronique. Bon, pour moi, c'est déjà un premier indice, en fin de compte, que l'électron, il n'est pas complètement dans le monde physique, il est un peu à la frontière avec un monde plus subtil, quoi. De la même manière, on a cette dualité entre ondes et particules, hein. On a tous vu ça, je veux dire que par exemple, même l'énergie solaire, le rayonnement, il peut des fois se définir comme une onde avec les quantas, un paquet d'énergie, et ensuite, de temps en temps, si on l'étudie différemment, il se comporte comme une particule. D'une autre manière, quand on veut essayer de comprendre toutes les forces qui régissent notre univers, et qu'on essaye de les mettre dans une seule théorie, on voit qu'on n'arrive pas à les faire rentrer dans un monde avec uniquement 4 dimensions. On est obligé d'avoir, comme dans la théorie des supercordes, on est obligé d'avoir au moins 10 dimensions. Et pour moi, 10 dimensions, ça veut dire qu'en plus des 4 dimensions dans le monde physique, ben, on met des dimensions du monde astral, du monde mental, etc. Et enfin, quand on regarde, on va le revoir tout à l'heure, un petit peu comme au niveau astronomique, comment nos différentes galaxies s'éloignent entre elles, quelle est la masse qui serait derrière pour expliquer ce développement, on voit qu'il nous manque jusqu'à 80% de la masse de l'univers. Et si on ne la voit pas, ben, ça veut dire justement qu'elle est sur un monde différent, quoi, sur un plan plus subtil, quoi. Donc, tout ceci nous suggère que, en fin de compte, la science actuelle a atteint ses limites
en regardant uniquement le cadre physique, elle est obligée maintenant d'incorporer aussi les plans plus subtils. Donc, on va revenir un petit peu maintenant sur les deux approches différentes qu'on peut avoir. Donc, soit effectivement l'approche de la science qui va utiliser des gros instruments parce qu'elle ne peut pas faire une perception directe, et la spiritualité où on va voir une introspection. Le paradoxe, c'est que dans la science actuelle, quand on veut vraiment travailler sur des particules qui sont à haute, les plus petites possibles, il faut qu'on ait des énergies très très grandes. Donc, on est obligé donc de construire ces grands accélérateurs comme celui-là du CERN à Genève. Et voilà, donc c'est un peu le paradoxe, on arrive aux limites physiques de détection uniquement parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas les moyens de faire des accélérateurs suffisamment grands. Voilà, donc on est limité dans notre recherche de l'infiniment petit parce qu'on arrive aux limites physiques de notre capacité à les détecter proprement. On arrive à des énergies qui sont au-delà de ce qu'on peut mesurer et ce qu'on mettre en œuvre sur notre petite planète, quoi. L'approche complémentaire, donc par la spiritualité, qui est l'introspection. Donc là, on n'a pas besoin d'instruments, je veux dire, c'est uniquement la conscience qui va s'observer elle-même. Donc c'est un système différent, je veux dire, où on a, mais qui est le désavantage, c'est qu'on a besoin d'une certaine connaissance de base pour mettre cette pratique en marche, et surtout, on a besoin de la faire pendant des années ou voire des vies pour vraiment effectivement avoir des données intéressantes, quoi. Donc le premier exemple qu'on va étudier, je ne sais plus où je suis là. Voilà, donc on va regarder donc d'abord la cosmologie hindoue selon les Puranas, et plus particulièrement sur l'évolution. Bon, tout le monde connaît l'évolution de Darwin, mais beaucoup moins d'après son livre sur l'origine des espèces publié en 1859, donc c'est qu'il n'est pas tout jeune non plus. Mais en Occident, beaucoup moins de gens connaissent la transmutation des espèces comme décrit par les 10 avatars du Seigneur Vishnu, ou Deshavatara, d'après la vision des rishis, il y a plusieurs milliers d'années que ça. Voilà. Et on voit effectivement qu'il y a vraiment une belle analogie. Je veux dire que les rishis de l'époque védique, ont pu percevoir à leur manière comment a évolué la forme, sans aucune mesure, uniquement en pouvoir se connecter à la conscience, quoi. Et on va voir un peu plus en détail ces 10 avatars. Donc normalement, ces 10 incarnations de Vishnu se sont déroulées donc sur les 4 yugas, donc j'ai repris les noms en haut, quoi. Mais on va voir que c'est qu'un seul cycle, et après on va voir ce qui va se passer sur le cycle plus grand, quoi. Donc on commence donc par le poisson. Donc le poisson représente la première forme de vie donc, qui s'est développée sous l'eau et aussi la première classe des vertébrés. Ce qui correspond effectivement à ce qu'a découvert la science, puisqu'au début tout était irradié sur Terre, puisqu'on n'avait pas encore la couche d'ozone de protection, et la vie n'a pu que se développer que quelques dizaines de centimètres sous l'eau. Ensuite, une fois que l'océan a été saturé en oxygène et que on a pu avoir donc cette protection contre les UV qui cassent l'ADN, la vie a pu sortir de l'eau, ce qui est symbolisé ici donc par le numéro 2, par la tortue. Et la tortue, donc, avec son côté amphibie, symbolise comment la vie est sortie de l'eau et a pu coloniser la Terre. Le troisième, le sanglier, ça montre effectivement le développement de la vie animale, et donc le sanglier, donc c'est les premiers mammifères qui s'installent sur la vie terrestre. Le numéro 4, donc c'est Narasimha. Donc c'est une divinité qui est moitié homme, moitié lion. Donc d'un côté, le lion symbolise le summum de la vie animale, et en même temps, le symbole solaire du lion montre aussi, en fin de compte, le début du développement du mental, et qu'on va trouver dans la prochaine incarnation. Donc la prochaine incarnation, la numéro 5, Vamana, le nain. Le nain symbolise, en fin de compte, quand l'homme était encore petit, dans le début de son évolution. Ensuite, le prochain, Rama à la hache, ça représente en fin de compte quand l'homme a eu le développement et commencé à réfléchir et a fait les premières armes. Donc, le numéro 7, Rama,
c'est l'homme qui commence à vivre en communauté, donc le début de la vie sociale. Ensuite, Krishna, numéro 8, c'est le début de la philosophie, où comment l'homme arrive avec une société plus avancée politiquement, qui s'intéresse à l'élevage, etc., et qui arrive à s'intégrer dans son environnement. Le numéro 9, c'est Bouddha, donc le début de la sagesse. L'homme s'intéresse à la quête spirituelle. Bon, certaines personnes vont me dire pourquoi, que fait Bouddha dans une incarnation sur des déités hindous? Bon, il faut savoir que l'hindouisme, bon, je veux dire, a cette capacité-là justement d'intégrer les autres croyances, et typiquement quand elle n'arrive pas à contrer quelque chose, elle va l'englober et donc la faire sienne, quoi. Donc dans certains textes plus orthodoxes, vous allez trouver la place de Bouddha, par exemple Balarama, qui est un autre avatar de Vishnu. Mais ce qui est important, c'est le principe, pas les noms ou comment on les attribue. Enfin, le dernier avatar, Kalki, il est seulement à venir. Et ça correspond un petit peu à chez nous, à notre image dans notre chrétienté, au cavalier de l'Apocalypse. C'est lui qui va fermer le cycle du Kali Yuga, le cycle où on se trouve actuellement, et qui va permettre une nouvelle ère de justice. Et il est connu sous différents noms. Donc chez nous, c'est le cavalier de l'Apocalypse. Les musulmans attendent le retour de l'imam Mahdi et les bouddhistes attendent l'arrivée de Bouddha Maitreya. Mais c'est toujours dans la même idée, quoi. Maintenant, on va revenir à la science objective et on va voir un petit peu comment est-ce qu'elle décrit le début de l'univers. Quelle est la théorie du Big Bang? Donc ici, on a l'échelle de temps et donc ça, c'est l'expansion de l'univers. Donc, dans la théorie du Big Bang, d'après ce qu'on pense actuellement, donc il y a à peu près 14 millions d'années, c'est là où il y a eu le passage entre l'énergie et la matière, et les premières particules ou sous-particules se sont formées à ce moment-là avec des très hautes énergies, et donc petit à petit, ces particules se sont dispersées dans l'espace. Et ces particules ensuite ont pu former les premiers quarks, les premiers électrons, donc les premiers atomes. Avec les premiers atomes, on a pu faire le gaz le plus léger, qu'on va étudier tout à l'heure aussi avec la chimie occulte, qui est l'hydrogène. Et l'hydrogène, en fin de compte, c'est ce qui représente plus de 90% de tout notre cosmos. Ça représente, en fin de compte, la matière première de nos soleils. Et il faut bien voir que le Big Bang a uniquement créé ces particules, mais après, c'est les soleils dans différents endroits de notre galaxie qui vont faire la matière qui est plus lourde. Actuellement, par notre soleil, il brûle l'hydrogène, il fait de l'hélium, mais il fait aussi un petit peu le cycle du carbone. Et avec le carbone, les étoiles plus massives, elles font le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Et avec ça, vous avez les éléments nécessaires à la vie. Donc c'est dans le creuset de ces étoiles que se sont formées les briques qui vont permettre le support de la vie des différentes formes que l'on connaît. Voilà. Et donc à partir de ça, je veux dire, les planètes, ce sont donc les planètes telluriques, qui sont des éléments plus lourds, ont pu se former, et donc les galaxies ont commencé à se mettre en place. Et quand on mesure maintenant effectivement comment les différents soleils et les systèmes solaires, les étoiles, les galaxies, elles sont toujours en expansion. Donc ça montre que notre univers est encore en expansion. Voilà. Mais après, on n'a aucune idée qu'est-ce qui va arriver après. Alors, on a 3 hypothèses possibles. Donc ça, c'est toujours notre échelle de temps. Actuellement, donc, on est toujours là, avec nos 3 hypothèses. Donc, première hypothèse, OK, on est parti du Big Bang, on est en expansion, mais après, qu'est-ce qui va devenir? On peut très bien imaginer qu'au bout d'un moment, cette expansion va se ralentir, et spécifiquement avec la gravité, qui est la force la plus faible, mais qui agit à la plus longue distance, et toutes les particules, toute la matière va revenir. Et donc, ce qu'on appelle le Big Crunch, tout va être recondensé, reformaté, on va repartir à zéro, on retombe dans le chaos. Ça, c'était la première hypothèse. Actuellement, là, on est à peu près au début. Hein. Le carré jaune, c'est où on en est actuellement. Deuxième hypothèse, c'est que, en fin de compte, notre évolution, okay, notre galaxie et les autres systèmes sont toujours en expansion. La gravité est là, ça maintient le système entre l'effet cinétique. Mais il n'y a pas, on arrive à trouver un équilibre, voilà. Et donc ça continue, voilà, on a un pseudo, c'est métastable. La troisième possibilité, c'est qu'en fin de compte,
l'expansion va se continuer à l'infini, et donc on va se diluer, et vous savez, l'espace, c'est froid. Donc on va arriver à ce qu'on appelle le Big Chill, le grand glaçon. Bon, on peut se poser la question, ok, est-ce que justement dans les sciences anciennes, qui avaient une vision sur une échelle plus large, est-ce qu'on peut trouver des éléments de réponse? C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc j'ai essayé de reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure, le Big Bang, avec la période d'expansion, et actuellement, donc, on se trouverait ici. Et qu'est-ce que nous apprend donc les différents sages de l'époque védique? Eux, ils décrivent ça, on a vu que tout à l'heure l'évolution, on a vu ça au niveau des différents yugas, mais après il y a des cycles beaucoup plus grands, et le cycle le plus grand qui a été décrit, c'est le cycle des kalpas. Alors ce cycle de kalpa, effectivement, atteint des durées très longues, puisque c'est de l'ordre de plusieurs milliards d'années. Voilà. Après, je veux dire, il s'est décrit comme une alternance entre un jour de Brahma, où on a la création, avec donc chaque fois une déité, donc Brahma qui sera l'origine de la création. Ensuite, Vishnu, de manière symbolique, préserve la vie. Et ensuite, Shiva, c'est lui, effectivement, qui va à nouveau faire que toute la matière se recondense, reparte à zéro, voilà, et donc c'est le responsable de Big Crunch, dans un sens, on peut dire. Après, pour avoir une vision plus exacte, plutôt que de voir comme ça cette succession de nœuds et de maximum, ça serait plutôt de le voir effectivement comme une sinusoïde. C'est pour ça que j'ai mis 2 couleurs. Donc effectivement, on verrait un jour de Brahma, et ensuite une nuit de Brahma, etc. Donc là, on aurait donc le pralaya. Et ainsi de suite. Après, on repart. Tout ce qui a été fait pendant cette période-là et repart sur un nouveau cycle et tout ce qui a été fait avant n'est pas perdu, mais mis en mémoire sur les plans plus subtils pour servir de matrice et de cadre pour la suite de l'évolution. Avant d'arriver à notre deuxième exemple, donc sur l'étude du microcosme ou de la chimie et de la chimie occulte, je vais juste vous citer un exemple historique où comment un chimiste allemand, August Kekulé, dans les années 1865, donc à l'époque c'était l'expansion de la chimie organique, et donc on découvrait des nouvelles molécules et on essayait de trouver leur structure. Et à cette époque-là, donc on connaissait donc que les atomes de carbone qu'on voit ici pouvaient s'assembler entre elles, on connaissait les ramifications, les doubles liaisons, etc. Mais avec le benzène, qui avait 6 atomes de carbone, Kekulé et les autres chimistes de l'époque n'arrivaient pas à trouver la structure qui correspond à ses propriétés chimiques. Et donc, en fin de compte, il a fait un rêve, il a rêvé donc du serpent Ouroboros qui se mord la queue. Et ça a été un déclic pour lui, parce qu'il a compris en fin de compte que sa molécule n'était pas forcément linéaire ou ramifiée, mais qu'elle pouvait au contraire être cyclique. Et ensuite, il a essayé voir ce que ça donnerait, il a regardé comment pouvaient se placer les doubles liaisons, et ça correspondait parfaitement avec les mesures qu'ils avaient. Voilà. Ça, c'était un exemple pour montrer comment l'intuition chez les scientifiques peut nous aider à avancer, quoi. Voilà. On arrive maintenant donc au cœur de notre deuxième exemple, qui est l'étude de la chimie occulte. Donc c'est le livre qui a été écrit donc par Annie Besant et Leadbeater, et ils ont été aidés dans leur étude par Gina Rajadasa. La première édition date de 1908, donc les études ont été à la fin du siècle d'avant, et après il y a eu plusieurs rééditions, quoi. Bon, avant d'aller plus en détail sur l'étude de ce livre très intéressant, mais qu'on ne fera bien sûr que aborder, puisque l'étude est assez complexe, on va essayer de revenir un petit peu sur la manière, comment faisaient ces deux théosophes pour approcher cette réalité, comment ils ont utilisé. Et donc c'est Annie Besant qui nous dit, dans l'introduction de ce livre, qu'en fin de compte, il suffit juste de modifier un petit peu sa manière de la vision ordinaire, de changer un petit peu de fréquence, de faire un shift justement pour pouvoir englober ces mondes subtils. Et elle dit donc normalement que beaucoup de personnes devraient aussi être capables d'avoir ces capacités-là, et donc de vérifier les expériences qu'ils ont faites. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont fait en binôme avec Leadbeater, justement, comme c'est une méthode qui est purement subjective, chaque fois, pour être sûr que
un n'influence pas, je veux dire, ce qu'il va voir. Il le faisait toujours en double, voilà, de manière vraiment une approche scientifique. Et après, il validait pour voir si chacun avait vu la même chose, voilà, et que ça permettait de valider leur approche. Donc, si on rentre plus dans le détail de ça, en fin de compte, donc on revient donc à l'observateur, le rishi, et ce qu'on observe, chandas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a en sciences védiques, la manière dont on appréhende les choses. Et pour ça, par exemple, vous avez besoin d'un instrument, d'un intermédiaire. Par exemple, typiquement, vous avez le scientifique, il utilise son télescope pour voir les étoiles. Voilà. Mais on reste, par rapport à ce que disait aussi Kim Duyer ou Tim Boy tout à l'heure, on reste dans la perception, donc c'est toujours le mental bien sûr qui est utilisé, mais on reste dans la polarité et dans la dualité du mental, avec cette opposition-là, observeur-observé. Et si l'observateur arrive en fin de compte, on arrive à unifier ces trois aspects, on arrive à ce qu'on appelle samhita. Donc ça, dans ce point de vue justement, une approche par la conscience, au lieu d'utiliser, on utilise toujours le mental, mais on n'est pas dans le mental inférieur, mais on est dans le mental supérieur, on est dans le supramental. Et là, c'est directement une perception par l'âme. Voilà, c'est ça la grande différence. Voilà, maintenant on va un petit peu voir les deux. Donc voilà, donc ici vous avez la science classique et à droite vous allez avoir la chimie occulte. Ça va être la même présentation pour les diapos suivantes. Donc ils ont commencé par observer le gaz le plus simple, donc qui est l'hydrogène. L'hydrogène, vu de l'extérieur, entre guillemets, vous avez donc deux nuages électroniques qui sont reliés. Et à l'intérieur, vous avez, donc il y a un électron par chaque atome, et à l'intérieur, comme c'est une molécule très simple, il y a juste un proton. Chaque atome a un proton. Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'ont vu nos deux théosophes sur le plan subtil? Donc d'abord, pour vous définir les différents numéros, donc ici, vous voyez, c'est marqué E5. En dessous, vous avez donc les solides, les liquides, et après les gaz. Donc, comme c'est un gaz, ils voient directement ce qui est au niveau du physique dense, au niveau des gaz. Et ils perçoivent deux triangles entrelacés et à l'intérieur d'une structure beaucoup plus fine. Et quand vous regardez ensuite au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'éthérique, donc les quatre plans plus subtils jusqu'à l'éther 1, on voit en fin de compte que ces triangles se décomposent progressivement et on retrouve à la fin toujours ces petites trinités là, et à la fin on a des tout petits atomes qu'on appelle anu, d'après le terme indien. On va le revoir. Voilà. Bon, maintenant on va essayer de faire la correspondance. À quoi correspondent ces anus par rapport à ce que la science actuelle connaît, quoi. Donc en la science, donc, on a les protons et les neutrons, et on sait qu'ils sont chacun formés aussi par un système ternaire, par des quarks. Donc il y a 6 sortes de quarks, mais pour faire des protons et des neutrons, on n'a besoin que de 2 sortes, les up et les down. Hein, c'est ce qui est marqué ici. Là. Si ça marche, mais bon, il n'y a plus de pile. Voilà. Donc quand on regarde au niveau de la chimie occulte, ça c'est un dessin qui a été repris du livre de Stéphane Phillips, qui a beaucoup étudié ça, c'est un physicien théoricien. Et en fin de compte, on voit qu'on retrouve cette structure ternaire, mais en fin de compte, elle est l'échelle encore en dessous. Ça veut dire que, vous voyez ici, un proton qu'on a là, ça correspondrait à ça. Ça serait un quark, ça serait un autre, ça serait un autre. Ça veut dire qu'on aurait besoin de 3 anus pour faire un quark. Après, bon, on peut supposer la même chose pour les neutrons, bon, mais les neutrons ont été découverts que beaucoup plus tard, en 1932, donc à l'époque de la chimie occulte, on ne savait même pas que ça existait, quoi. Voilà. Donc la perception directe par la conscience de nos théosophes, on décrit une particule qui est à l'échelle sous le quark, quoi. Voilà. Donc maintenant, si on regarde le détail de ces anus, je vous ai dit la plus petite particule qu'on peut trouver. Donc là, je reprends mon texte parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc l'anus serait donc l'atome, l'ultime particule de matière non divisible présent sur les plans éthériques les plus hauts, E1 d'après la vision micropsie. De la même manière, la notion d'atome, qui veut dire indivisible en grec, a été discutée par les anciens philosophes grecs, comme Démocrite, en 460 avant Jésus-Christ. Dans les textes indiens, on parle d'anu ou de parmanu, c'est-à-dire au-delà de l'anu.
Il est aussi intéressant de voir en fin de compte que ce n'est pas dans les textes hindous que ça a été décrit pour la première fois, mais dans les textes Jain, qui est une autre tradition, mais où ils ont une philosophie aussi très poussée. Et notamment, je veux dire, comme les philosophes grecs, ils ont essayé vraiment de voir jusqu'où on pouvait on pouvait subdiviser la matière pour comprendre comment était formé aussi bien nous-mêmes que l'univers. Donc tout ce qui était décrit dans la chimie occulte, en fin de compte, tous les atomes qu'on connaissait à l'époque, toutes les molécules qu'ils ont observées, en fin de compte, ne se sont formées que d'une seule particule de ces petits anneaux. Et par contre, ils existent avec deux polarités différentes. Il y a les anneaux plus et les anneaux moins. Voilà. Donc pour revenir sur l'analogie, donc toujours le monde physique à gauche et la chimie occulte à droite. Donc, je vous ai parlé des quarks tout à l'heure qui formaient donc les noyaux. Donc, je vous ai dit qu'il y a deux quarks, le up et le down, mais en fin de compte, il y en a d'autres encore qu'on peut trouver dans des réactions qui sont très éphémères, avec des masses beaucoup plus fortes. Et après, bien sûr, comme ces particules sont chargées positivement, on a besoin de les neutraliser. Et donc, dans les leptons, qui est une autre classe de particules, vous avez, par exemple, le plus connu est l'électron. Après, il y a aussi il y a tas d'autres particules qui sont échangées dans les réactions, ou alors quand les électrons changent de niveau, etc. Donc, vous voyez, vous avez la science décrit au moins 12 particules différentes, alors que dans la science, dans la chimie occulte, on ne décrit qu'une seule particule qui est l'anneau. Donc effectivement, je crois que c'est Gina Rajasa qui a dit, mais comment ça se fait qu'on n'a rien sur l'électron? Et donc, ils ont fait une expérience avec un tube de Crocus, je ne sais pas comment on dit, qui est un tube, en fin de compte, c'est un petit peu un tube qui fait émettre des rayons X, mais aussi beaucoup d'électrons. Et donc, ils ont observé ça, et par vision micropsie, ils n'ont rien pu déceler de manière intéressante. Ils n'ont pas pu mettre en évidence un électron. Après, donc, justement, Gina Rajasa, il a dit, mais on va essayer autre chose. Il a dit à Leadbeater, il a dit, bon, quand tu es à ce niveau-là de vibration E1, quand tu es au niveau des petits anneaux qui ne sont plus liés par différentes formes d'énergie, tu vas essayer de pousser un anneau sur le plan astral. Et tu vas voir ce que ça donne. Bon, ça n'a pas marché du premier coup. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui est microcosme, je veux dire, on comprend bien que les planètes tournent autour des soleils, et les soleils, tout bouge. Mais au niveau microscopique, c'est la même chose. Ça va même encore à des échelles beaucoup plus grandes. On a des énergies de vibration qui sont très très rapides. Donc toute la difficulté était de l'observateur, donc du théosophe, de rentrer en résonance et de pouvoir... Il ne peut pas arrêter la particule, mais c'était sa conscience qui se mettait à vibrer au même taux vibratoire que la particule. Et plus on monte sur les plans subtils, et plus c'est difficile pour lui parce qu'il doit affiner sa fréquence pour rester en phase avec sa particule. Et à la fin, il a réussi, il a vu que ce petit anneau sur le plan E1 le plus subtil va disparaître et il va apparaître de l'autre côté sous forme de petit anneau au niveau astral. Mais il n'y en a pas un qui apparaît, mais il y en a 49. Voilà, c'est ce qui est marqué là-bas aussi. En fin de compte, 7 au carré. Et donc, même ça nous permettrait d'aller plus loin, de voir en fin de compte qu'au niveau de la chimie occulte, que ça soit donc au niveau des noyaux qu'au niveau des électrons, une seule particule serait à l'origine de ça, mais en fin de compte, ça serait la même particule qui serait différenciée sur différents plans. Et donc ça, c'est ce que nous amène à la spiritualité, une vision unitaire des choses, une compréhension interne. Voilà. Jusqu'à présent, on s'est occupé que de la matière physique. Je veux dire, on a regardé les différentes particules, mais on n'a pas regardé les forces. Parce que, je veux dire, les particules toutes seules, ça ne sert à rien. Je veux dire, il faut, on vous a dit tout à l'heure, entre les protons et les électrons, ils n'ont pas la même charge, donc on a une force électromagnétique. Et donc, de la même manière qu'on a pu trouver à peu près 4 classes de particules physiques, il existe 4 forces qui régissent la matière. Donc la première, effectivement, c'est l'électromagnétisme, qui régit tout ce qui est chargé de manière différente, qui fait repousser les charges positives ou négatives, qui fait attirer les charges contraires. Ensuite, on a une force qu'on appelle la force faible, qui n'est pas trop connue, mais en fin de compte, c'est tout ce qui est responsable de la radioactivité. Ensuite, on a la force forte,
c'est ce qui va faire qu'en fin de compte, par exemple, que deux quarks qui sont chargés de la même charge ne se repoussent pas. C'est-à-dire que si deux particules sont suffisamment proches, ce n'est pas la force électromagnétique qui va la régir, mais c'est la force forte, et c'est ce qui permet donc de faire l'intégrité des noyaux. Et ensuite, la force que tout le monde connaît, qui est la force de gravité, que toute particule massique va s'attirer. Et ensuite, pour chacun, on a en fin de compte une particule associée. Donc pour l'électromagnétisme, la force que tout le monde connaît, c'est la particule associée, c'est les photons. Hein, quand les électrons changent d'orbite, on a aussi émission de photons, de rayonnement. Hein, c'est le principe de la fluorescence, des états excités, plein de choses. Dans la force faible électromagnétique, de la radioactivité, on a des échanges de bosons, hein, les bosons W, les bosons Z. Dans la force forte qui maintient les noyaux entre eux, justement on appelle ça le gluon, parce que c'est ce qui va coller les particules entre elles, le gluon. Et enfin, pour la gravité, c'est justement la preuve de ces échanges de gravité, c'est nos fameux bosons de Higgs qu'on retrouve à ce niveau-là. Voilà, c'est ce qui est marqué là-bas. Donc, conclusion pour la chimie occulte. Ces observations micropsie ont été faites il y a plus d'un siècle, à une époque où la science atomistique était encore à ses débuts. Le neutron a été découvert par Chadwick en 1932. La théorie sur les quarks date seulement de 1964 et sa première mesure, même si elle est indirecte, date de 1974. Même si la science actuelle a fait des progrès spectaculaires et a émis des théories innovantes, il est toujours intéressant de comparer ces résultats avec ceux complémentaires amenés de la chimie occulte. Voilà. Et là, je suis très content parce que ça fait des années que je tanne un ami mathématicien pour qu'il arrive à me mettre en équation la formule des anneaux et justement qui permet de représenter l'espace. Et j'ai trouvé donc en faisant cette conf sur Internet cette modélisation des anneaux. En fin de compte, là, on peut mieux voir sa structure interne. Et donc, vous voyez, il y a 3 spirales avec des spirales plus grosses, hein, qui s'enroulent autour d'un axe en faisant 2 tours et demi. Et ensuite, entre les deux, vous avez 7 petites spirales plus petites. Et vous voyez donc cet axe vertical. Si ça tourne dans un sens ou dans l'autre, c'est ça qui vous fait les anneaux plus et les anneaux moins. Et d'un autre côté aussi, c'est aussi très joli de voir au niveau symbolique que ce qu'il y a de plus petit dans la matière, en fin de compte, c'est des petits cœurs, quoi. Voilà. En fin de compte, on dit que toujours la plus grande force de l'univers, c'est l'amour. Voilà, parce qu'en fin de compte, on est formés tous de petits cœurs comme ça. Donc, on a vu nos 2 premiers exemples, et donc nous avons balayé donc de la physique à la chimie, donc de l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et on va maintenant aborder tout ce qui est le vivant, le biologique. Donc, en fin de compte, je veux dire, quand on va de ces analyses les plus fondamentales vers les plus appliquées, on voit qu'on est passé donc du non-vivant à ce qui est vivant. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis l'ADN ici. On est passé de la forme à ce qui anime la forme à l'esprit. Et on est passé à une analyse uniquement de choses individuelles, à quelque chose de complet, qui est en interaction, qui est donc l'écosystème, qui est la base de l'unité pour l'étude de l'écologie. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème, je veux dire? Donc, il y a plusieurs manières de le représenter. Une manière de le voir, c'est ce que, donc sur la figure de gauche, là, c'est en fin de compte de voir la chaîne trophique. Donc, à partir de producteurs primaires, hein, comme la végétation, qui va servir à nourrir tout ce qui est herbivore. Ces herbivores eux-mêmes vont servir à nourrir la forme de la première niveau des carnassiers, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on a comme ça une pyramide et que tout est interdépendant. Je veux dire, on a un feedback toujours entre ce qui est les top predators et en bas ce qui est les producteurs primaires. Voilà. Et l'écologie, c'est ça, c'est l'étude de ces différentes populations en équilibre. Un autre moyen de le représenter, c'est sur un schéma comme ça. Par exemple, ici, on voit les arbres, ici, qui... alors ces arbres, je veux dire, dans la forêt, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de lumière, donc l'énergie, toujours l'énergie cosmique, l'énergie solaire. On a besoin d'eau aussi, de pluie, et après il y a l'évaporation. Mais ces arbres ne sont pas tout seuls. Ils sont en équilibre aussi avec toutes les autres plantes qui vivent sous la canopée, et
tous les nutriments, ben, ils ont besoin de venir du sol, je veux dire de l'humus. Voilà. Et avec ça, il y a des interactions avec les animaux, les micro-organismes. Voilà. Et c'est toutes ces boucles, voilà, de feedback. Voilà. C'est ça vraiment le principe de l'écologie. Et par rapport aux sciences classiques, aux sciences, je veux dire, comme la physique ou la chimie, qui est, comme on l'a vu dans différents exposés, obligé d'avoir une approche analytique réductrice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire bouger plus d'un paramètre à la fois, sinon on ne peut pas mesurer le principe. Dans l'écologie, comme on mesure dans un écosystème, on essaye d'intégrer au maximum toutes les interactions. Donc on commence à avoir un point de vue holistique et global, et donc une approche qui va vers le subjectif, vers le vivant. Après, comme l'avait aussi présenté Kim Dio hier, je veux dire, il y a cette notion de philosophie qui est importante pour nous faire avancer. Et justement, je veux dire, dans les années 70, donc il y a un philosophe norvégien, Arne Snoz, qui est allé plus loin dans cette approche d'écologie, et ce qu'il appelle donc l'écologie profonde. Et il dit qu'en fin de compte, que tout notre environnement, tous ces écosystèmes sont en relation et sont en équilibre entre eux, et aussi, je veux dire, pas seulement, je veux dire, les différents de la nature, mais même l'homme lui-même, je veux dire, est aussi fait partie intégrante. Il est obligé de trouver sa place et de respecter cet équilibre primordial s'il veut justement garder une planète en bon état le plus longtemps possible, et justement aussi être dans des conditions optimum pour que lui-même puisse évoluer en harmonie avec les règles et les lois de la nature qui l'entourent. L'étape suivante, donc, c'est ce qu'on appelle l'éco-spiritualité, c'est-à-dire qu'on prend encore plus de recul sur les différents petits écosystèmes qu'on peut avoir un peu partout sur notre planète, et qu'en fin de compte, on regarde au niveau global. Et donc, on voit bien qu'au niveau global, ça nous fait intervenir une notion que certains appellent Gaïa, qui serait en fin de compte la conscience globale de notre planète. Et le but de ça, donc, c'est de pouvoir respecter toutes les formes de vie, d'aider à l'humanité à trouver des modes de vie, justement en n'utilisant que des ressources renouvelables, de s'ajuster avec les cycles de la nature, mais aussi les rythmes saisonniers, et justement qu'on est conscient que ces ressources appartiennent à la totalité, à la globalité, et bien aussi qu'on puisse les partager avec tout le monde pour qu'en fin de compte, que ce soit l'humanité, aussi bien, je veux dire, que le règne humain, que les animaux puissent avancer dans leur chaîne évolutive, quoi. Bon, tout ça, ce n'est pas seulement de la philosophie, de belles théories. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, qu'est-ce qui peut être une application intégrée de l'écologie? Et mon choix s'est reporté sur la permaculture. Donc, la permaculture, c'est quelque chose qui a toujours existé sans être nommé, comme la théosophie, je veux dire, c'est en dehors du temps, mais ça a été remis au goût du jour par un japonais, Masanobu Fukuoka, qui en fin de compte qui a travaillé pendant plusieurs années pour le gouvernement japonais, justement sur les différentes maladies des plantes, etc. Et il a très vite vu que plus on essayait de contraindre la nature, plus on faisait de traitements, et plus on avait de problèmes, et, voilà, et que quelque chose n'allait pas. Et donc, il est revenu sur ces terres dans sa famille, et justement, il a repris l'activité de la ferme de ses parents, et il a essayé de retrouver toutes les anciennes pratiques agricoles, et surtout de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et il a vu que des choses toutes simples, comme le paillage, ou tas d'autres techniques comme ça, permettaient en fin de compte de faire pousser le riz de manière beaucoup plus efficace, en consommant beaucoup moins d'eau que les techniques traditionnelles. Et pour cela, il n'avait pas besoin de faire on n'avait pas besoin de faire un labour des terres, on n'avait pas besoin d'enlever les mauvaises herbes, on n'avait pas besoin de mettre de produits chimiques ou d'engrais. Pour les arbres, puisqu'en même temps il y avait aussi des citronniers, on n'avait pas besoin de tailler. Le tout, c'était de retrouver le cycle naturel. Et il est arrivé avec ça à faire des productions supérieures à ce qu'il y avait sur les champs à côté, où il y avait vraiment une agriculture intensive, en utilisant beaucoup d'engrais, etc. Et il a même pu développer cette technique sur des champs où avant, on ne pouvait pas cultiver le riz parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, quoi. Voilà. Et donc son livre, il s'appelle « La révolution par un seul brin de paille ».
Après, bon, il y a des collègues qui m'ont dit ah, attends, t'as oublié. Bon, il paraît qu'il y a plein d'autres auteurs, donc notamment un Australien qui avait commencé aussi à mettre ces pratiques à goût du jour. Donc, ça s'appelle Bill Mollison, qui est né donc dans l'année 1928. Et après, aux États-Unis aussi, il y a quelqu'un d'autre qui est assez connu dans ce domaine, qui est Joseph Russell Smith. Alors, la permaculture. Alors, le but, en fin de compte, de la permaculture, c'est de retrouver un cycle naturel. Bon, typiquement, par exemple, c'est de retrouver un cycle comme on peut trouver dans le sous-bois d'une forêt où il y a formation de l'humus et forme d'un sol riche. Le but, pourquoi? C'est qu'en fin de compte, je veux dire, dans un sol riche, vous avez beaucoup de matière organique, ça va permettre aux différents micro-organismes de se développer. Et c'est eux, en fin de compte, qui vont faire la bioturbation. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de labourer votre terre. C'est tous les vers de terre, tous les micro-organismes qui sont dedans, qui vont l'aérer, qui vont refaire son cycle. Après, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça demande d'avoir une certaine connaissance sur les pratiques naturelles. Et ça permet aussi, après, notamment avec l'utilisation du paillage ou du mulching, de limiter la consommation en eau, etc., quoi. Et donc aussi, c'est de trouver aussi les semences ou les espèces qui sont le plus adaptées au climat et aux ressources locales. Donc ça va complètement à l'encontre, je veux dire, d'un système standardisé comme les OGM, etc., où vous essayez d'appliquer un système qui marche peut-être dans un coin donné, mais qui n'est pas du tout applicable. Il y a eu des cas en Inde où des villages, plusieurs paysans se sont suicidés parce qu'ils se sont endettés. Et en plus, parce que c'est un système où, je veux dire, on est toujours dépendant, il faut acheter le produit spécifique, il faut acheter c'est des graines qui ne se reproduisent pas, alors que là, vous avez un système qui, au contraire, vous avez un système où on va favoriser la banque de graines et au contraire, on va la partager et l'échanger avec les autres gens, quoi. Et donc, du coup, ça respecte aussi toutes les formes de vie. Et le principe qui sous-tend à tout ça, c'est la résilience dans la diversité. Alors, le terme résilience en écologie a une définition spécifique que je vais vous donner. C'est où? En écologie, la résilience est la capacité d'un écosystème de répondre à une perturbation en résistant aux dommages et en se régénérant de lui-même rapidement. Voilà. L'idée, en fin de compte, c'est qu'on reste toujours proche de l'équilibre de la vie, et quand on dit la vie, toutes les formes de vie sur tous les plans. De la même manière, si les plantes, je veux dire, elles manquent un peu d'eau, si ça ne dure pas trop longtemps, je veux dire, même si les feuilles commencent ou les fleurs commencent à pencher, vous leur remettez de l'eau, on est arrivé à un point où c'est encore réversible. La plante va pouvoir revenir. De la même manière, si les feuilles deviennent jaunes, c'est parce que bon, elle fait de la chlorose, vous remettez le produit qui manque et la plante va reverdir. Voilà. Là, on reste dans un système équilibre. Par contre, si votre plante se dessèche complètement, vous avez beau l'arroser, vous allez la noyer, elle va pourrir, mais elle ne va pas revenir. Donc le tout, c'est de prendre conscience de comment les écosystèmes interagissent en eux et en restant le plus proche de ce point d'équilibre. Et pour ça, il y a aussi un truc, c'est que la résilience est beaucoup plus forte dans un système où la diversité est grande. Plus vous avez un nombre d'espèces, plus vous avez des différentes plantes qui sont entre elles, elles vont s'entraider. Il y en a un qui va servir de refuge pour les oiseaux, l'autre va servir de refuge pour les coccinelles, un va amener de l'azote au sol, etc. Donc c'est de trouver une symbiose entre les différents éléments. Et quand vous arrivez à trouver le bon équilibre, ce système peut se maintenir pendant longtemps et justement il devient très productif. Et à l'inverse, ce qui est fait dans nos monocultures, c'est tout à fait l'inverse. On plante uniquement une sorte d'espèce, on a un sol qui est quasiment stérilisé, où il n'y a plus aucun micro-organisme. La même chose pour les cultures, pour les forêts, on ne met qu'une seule espèce. Et donc, toutes ces monocultures, elles sont instables, justement, parce qu'ils sont très loin du point d'équilibre. Et donc, du coup, on est obligé de faire beaucoup de traitements, parce que c'est eux qui sont le plus sensibles aux maladies, aux parasites, à la sécheresse, etc. Voilà, on arrive à la conclusion. Donc là, en fin de compte, c'est trois petites images. Alors ça représente le limbe d'une feuille, donc les différentes nervures. Ça représente une rivière avec ses différents affluents dans le haut Amazone. Et ça, en fin de compte, c'est les différents vaisseaux de notre cœur. Voilà. Ces trois exemples suggèrent que la science actuelle est prête pour aller au-delà de la forme et d'intégrer l'essence de la forme
pour redevenir une science sacrée. Voilà. On voit bien que donc par ces différents exemples, j'essaie de vous montrer que, en fin de compte, l'humanité a compris qu'elle ne peut pas uniquement, je veux dire, continuer avec sa manière de fonctionner, de regarder uniquement le matériel, mais qu'on est obligé, je veux dire, vraiment pour pérenniser la vie et pour pouvoir évoluer tous ensemble et de manière harmonieuse, d'intégrer petit à petit toutes ces formes subtiles et donc, dit autrement, donc de vraiment faire la synthèse entre la science et le spirituel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je sais que ça ne se fait pas en théosophie, mais vous pouvez le faire.